قولي ويانا وفاني مانيس قولي ويانا وفاني مانيس تودرت لها تغيزف الخاطر. Et donc bienvenue à notre ami Derry qui vient nous présenter Cœur jumeau, paru chez son éditeur attitré, qui est l'Harmattan. Donc, comme je disais, 9e roman, je crois que tu as présenté une grande partie, sinon tous tes romans, au guillemets d'ailleurs. Le dernier en date, il y a 2 ans, c'était en 2017, pour Les Couveuses, qui était une fiction politique inspirée de l'affaire Mera. 9 romans, donc à peu près un tous les 2 ou 3 ans. Ce qui associe ton nom à l'écriture romanesque depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Et ce n'est pas là pourtant ta vocation première, du moins chronologiquement, puisque la première vocation, c'est celle du cinéma, bien sûr. Tu as réalisé un nombre considérable de films documentaires, je n'en citerai qu'un, qui tourne toujours d'ailleurs, qui avait été réalisé pour France 3 en 1991 et qui s'intitule La Mosquée de Paris, une résistance oubliée, qui relate comment le recteur Kadur Ben-Gebrit organisa des réseaux de résistance et de transfert en zone libre des résistants, des paras et des enfants juifs. Tu as aussi réalisé 2 longs métrages, Majorana et Poulou, le Magnifique. Avec ce roman, Cœur jumeau, on va entrer dans l'univers de Derry, donc un univers qui nous est à la fois familier, avec des thèmes assez récurrents, qui sont ceux de la non-violence, de la tolérance et de la laïcité, entre autres termes, et nous y reviendrons. Et un univers, à chaque fois un univers un peu nouveau, et cette fois cet univers est celui du monde de l'adolescence, et également celui de la musique, nous en reparlerons. Alors, de quoi s'agit-il dans Cœur jumeau? Je cite ta 4e de couverture: un cœur de rebeu dans une poitrine de feuge, ça pulse un max. Il s'agit d'un jeune garçon de 14 ans, Hassan Zénith Amelal, donc le rebeu c'est lui, qui meurt dans un accident. Ses parents autorisent la transplantation cardiaque au profit d'un enfant du même âge qui s'appelle Nathanaël Schwartz, qui est issu d'une famille juive pratiquante. Le jumeau du donneur, contrairement aux usages, va rencontrer le receveur. Il va s'en suivre tout un cheminement de ces 2 enfants, de ces 2 jeunes, où vont s'opposer 2 mondes, celui des adultes et celui des ados. Alors, lorsque j'ai lu ce roman, m'est venu à l'esprit le mot fable. Et j'ai été confortée lorsque j'ai vu la dédicace, l'une des 2 dédicaces, qui est une citation d'Aragon. Mais le héros de cette fable, confondant regrets et secrets, sur la poussière de la table, d'un doigt son cœur abstrait. Alors, s'il s'agit de fable, est-ce qu'on peut parler, Derry, effectivement, de fable en quelque sorte? Et à ce propos, si fable, effectivement, il y a, dans une fable, il y a toujours une morale, mais je préférerais le terme de leçon de vie. Quelle leçon de vie nous donne-t-il ce roman, ce roman, pardon? La leçon de vie... Non, c'est ouvert. C'est ouvert. La leçon de vie, enfin, il n'y en a pas. Bon, il y a seulement la 2e dédicace qui apparaît, qui est rassembler ce qui était part. C'est en faisant référence au mythe d'Isis et d'Osiris, qui a eu besoin, pour reconstituer Osiris, de ramasser toutes les parties de son corps que les bourreaux avaient disséminées dans la nature. Donc,
la morale, c'est que, il me semble, moi, et j'en suis convaincu, c'est que lorsque Juifs et Arabes s'entendent, ils peuvent produire une civilisation, Juifs et musulmans en général, s'entendent et peuvent produire une civilisation des civilisations des plus brillantes. Je parle en Andalousie, l'Andalousie passée, où des gens d'un calibre comme Averroès et Maïmonide ont fait un travail essentiel pour la civilisation occidentale, qui est le passage, par exemple, d'Aristote et des grands Grecs vers l'Occident. C'est par eux que l'héritage grec a été un peu distribué, a été maintenu et distribué vers l'Occident. Voilà, c'est donc rassembler ce qui était par. Et je pense que c'est en ce moment une tâche plus qu'ardue, voire impossible. Alors, quelle est la genèse de ton ouvrage? C'est-à-dire, quelles ont été, là, tes sources d'inspiration? Ben, c'est plutôt la gémilité. Moi, c'est ce qui m'a toujours passionné, c'est la gémilité. Et lorsque un des jumeaux meurt et que son corps est transplanté chez un autre adolescent du même âge, parce qu'un cœur d'adolescent ne peut être transmis qu'à un adolescent, ne peut être transplanté que chez un adolescent, parce qu'il y a une question de poids, une question de rythme, etc. Et donc cette transplantation d'un jumeau sur un autre permet aux jumeaux survivants de considérer le transplanté comme un frère. C'est-à-dire que le cœur étant l'élément principal d'un individu, en tous les cas, la légende le dit, le cœur étant l'élément principal, l'organe principal de l'individu, la reconnaissance du transplanté comme frère s'impose. Voilà. Alors, parallèlement à l'histoire de ces jeunes, de ces adolescents, il y a aussi des histoires de femmes, ou plutôt des histoires de mères. Les femmes dans ce roman sont mères. Alors, parle-nous un peu de tes personnages féminins. Les personnages féminins, en fait, c'est elle qui élève, qui donne la vie et qui élève. Je veux dire, les hommes, dans ce roman, sont en position de fuite. Fuite parce qu'il y a un malheur, fuite parce il survient une maladie, fuite, je veux dire, les hommes enfuient. C'est les femmes qui prennent, donc les mères ont pris la responsabilité de faire face et finalement de faire vivre leurs enfants comme des enfants normaux, même si le foyer est privé de la présence masculine. Alors ce sont des laïcs, ces femmes aussi, dans ton roman. Ce sont des laïcs. Oui, parce que là, le domaine, lorsqu'il s'agit de musulmans et de juifs, il est évident qu'apparaissent des points de rigidité dus à une interprétation de la religion d'un côté comme de l'autre, et ces mères ne peuvent s'entendre que parce qu'elles sont laïques. La laïcité étant ce qui permet à tout le monde de vivre. C'est une protection en fait de vie. Alors ces femmes sont laïques sans qu'elles le disent, bien sûr, c'est un roman, hein, c'est pas une thèse, et elles arrivent à développer finalement une complicité, une amitié qui permet un optimisme, dans la mesure où ces femmes ont préparé
à travers leurs adolescents l'avenir. Alors effectivement, les hommes ont, enfin, moi je disais tout à l'heure, mauvais rôle. Hein. Soit c'est une attitude de fuite, de lâcheté, soit les hommes là sont du côté de la tradition, d'un point de vue religieux. Ce sont l'un et l'autre, dans les deux familles, la juive et arabe, ce sont des traditionnalistes auxquels les femmes essaient de résister justement. Oui, parce que lorsque la tradition empêche la vie, il est évident que les femmes font un barrage parce que ce sont la vie, ils connaissent le prix de la vie, ils la donnent et puis ils la maintiennent. Donc, lorsque un intégrisme se manifeste pour éliminer l'autre, parce que l'idée c'est comment, en ce qui concerne les parents, pas le père exactement, mais l'oncle du rebeu, comment peut-on donner un cœur à un juif? D'ailleurs, le glissement se fait en disant, vous avez, enfin, il fait le reproche à la mère, vous avez donné le cœur à un Israélien. La mère dit, c'est pas un Israélien, on ne peut pas donner un cœur à un étranger, c'est un Français. Ah bon, alors il y a une espèce de glissement sémantique qui fait que l'accusation revêt, en fait, recouvre les différences politiques qui peuvent exister actuellement. Et ça, c'est tragique. Et puis, il y a le monde des ados, comme nous le disions tout à l'heure. C'est la première fois, me semble-t-il, que tu abordes ce thème. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'univers des adolescents? Là, l'adolescence vient du fait que de l'âge du disparu, des jumeaux, de l'âge des disparus, de la passion qu'ils ont pour un sport extrêmement dangereux qui est de voler sur les toits des maisons pour se donner le frisson du danger, et d'où la chute justement d'un adolescent et sa mort. Ensuite, il se forme, me semble-t-il, en dehors des influences des adultes, et il se réfugie dans le partage de la musique. Ce sont des musiciens, des petits musiciens, lorsqu'ils jouent ensemble, ils sont dans un univers qui échappe un peu aux adultes. Je ne sais pas si vous avez pratiqué tant soit peu un peu de musique, si même mal, hein, même un interprète peut être un très mauvais musicien, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est de partager avec des copains un morceau de musique. Et ça, la musique n'a pas besoin de... C'est une langue universelle, elle n'a pas besoin d'interprète, c'est immédiat. Voilà. Oui. Bon, justement, ce thème musical, là aussi, je crois que c'est la première fois que tu le développes d'une façon aussi précise. Et à cette occasion, j'ai appris que tu étais toi-même musicien. Musicien, non, je suis un amateur éclairé. Ah, tu ne joues pas d'un instrument? Si, je joue. Bon, bien sûr. Je joue de la trompette et je fais. Voilà. Avec des copains, on se réunit et effectivement, jouer ensemble crée une espèce d'émulation qu'on ne peut pas avoir simplement avec des discours. C'est jouer ensemble crée une espèce de complicité, d'état, une espèce d'état, en tous les cas en ce qui nous concerne le joueur du jazz, dans les improvisations, on est obligé de suivre l'autre et d'être attentif à tout ce qu'il fait. D'ailleurs, le leader de ce groupe est un trompettiste. C'est ça. J'ai appris par la même occasion que tu avais bon, des goûts. Tu n'aimais pas du tout, par exemple, le rap. Le rap, c'est-à-dire, c'est pas que je l'aime pas, je ne le comprends pas. Donc, je ne le comprends pas. Alors que le jazz, je suis de plein pied avec. C'est-à-dire que c'est une musique
afro-américaine, essentiellement, qui raconte par le menu les souffrances de ce peuple, depuis l'esclavage jusqu'au racisme qu'ils encourent. Le rap s'est développé après. Je n'arrive pas à le comprendre parce que c'est, à mon avis, une régression par rapport à ce qu'a été le jazz post-bop. Je veux dire, c'est une régression musicale. On est arrivé quand même à une expression musicale avec Miles Davis ou le MGQ ou Art Blakey, à une expression du jazz qui a à niveau, le niveau de Bach, de Mozart, de toutes les musiques classiques. Revenons un peu à ces jeunes garçons. Alors ce prénom de l'enfant, du donneur, c'était Hassan Zénith. Alors c'est plein de significations, ce choix de prénom. Oui, parce que le prénom Hassan a été donné par le père, en fait, et Zénith par la mère, qui a appelé l'autre Nadir. Or, Zénith et Nadir, Zénith, c'est la perpendiculaire qui va de la Terre vers le ciel à midi. Et Nadir, c'est au contraire la perpendiculaire qui traverse la côte terrestre et qui se perd dans les profondeurs. Voilà, donc la mère a voulu donner ces deux prénoms pour contrebalancer Hassan, qui est un nom presque de la tradition musulmane. Hassan, c'est celui qui a été assassiné, etc. Ce qui n'est pas tellement un prénom pour un adolescent qui a toute sa vie devant lui. Alors, autre thème familier, la médecine. D'où te viennent tes connaissances et ce goût prononcé pour la médecine? Avant de faire l'IDEC, j'ai fait médecine. Quand j'étais admis à l'IDEC, j'ai abandonné, mais j'ai fait médecine. Et en particulier, j'étais dans un service externe. À l'époque, la médecine se partageait en deux. Il y avait la faculté et l'assistance publique. La faculté, on pouvait faire ses études médicales jusqu'au bout sans avoir jamais vu un malade. Et pour voir un malade, il fallait passer un concours qui s'appelait l'externat ou l'internat. L'externat était à la portée un peu de tout le monde. Donc pendant cet externat, j'ai assisté, puisque j'étais dans un service de chirurgie, j'ai assisté à beaucoup d'ablations de reins, d'estomac, etc. Le résultat n'était pas garanti à l'époque. Une ablation de rein était quasiment très difficile, alors que maintenant ça se fait assez couramment. Donc j'ai assisté à ce genre de duo, hein, donc pas dans la salle, pas dans le bloc. Les externes et les étudiants étaient autour d'une coupole où on regardait à travers une vitre, hein, parce que quand même, il ne fallait pas mettre les patients en danger, et ils le sont suffisamment sous les mains du chirurgien. Donc, ta formation initiale, hein, qui était donc la médecine, et puis on retrouve quand même dans un certain nombre de tes romans ce personnage de médecin, par exemple, je pense au Périple andalou, Le Retourné. Donc, effectivement, on retrouve le médecin. Et alors, en lien aussi avec ce thème que tu as souvent développé, qui est celui d'Al-Andalus. Oui, Al-Andalus, je veux dire que pour moi, oui, j'ai la nostalgie de l'Andalousie parce que c'est un moment de civilisation assez incroyable. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ça a été fait parce qu'il y a eu tolérance. La grande civilisation, ça a été fait sous la tolérance. C'est-à-dire que Abderrahmane Ier, 2 et 3, ont gardé les gens tels qu'ils étaient, c'est-à-dire les chrétiens étaient chrétiens, les juifs étaient juifs, etc. Et moyennant un
impôts supplémentaires ou pas, je ne sais pas. Et ils vivaient dignement leur religion et leur vie. Ça a permis vraiment une éclosion d'une civilisation qui a eu nulle part ailleurs, ou qui était des civilisations souvent monolithiques, c'est-à-dire d'une origine stable, d'une ethnie stable, etc. Je pense à la Renaissance italienne, qui est une grande civilisation aussi, qui est née vraiment dans des régions en Toscane, autour de Pise, autour de Florence. Et ça, c'est un miracle aussi. Mais là, c'est une des rares civilisations qui a eu besoin d'enfoncer ses racines dans le terreau des trois religions. Et en fait, ce n'est pas l'Andalousie était morte lorsqu'il y a eu des gens qui étaient venus du Maroc et qui ont imposé à tout le monde la même religion. On sait que Maïmonide a été converti à l'islam, etc. Ils voulaient avoir qu'une seule tête. D'ailleurs, on les appelait comment déjà? Les Almohades. Les Almohades, c'est-à-dire les unitaires. Pas de tête qui dépasse. En fait, l'Andalousie a été, malgré les victoires militaires, parce qu'ils ont eu des victoires militaires, l'Andalousie a disparu à ce moment-là, lorsqu'il n'y a plus eu de tolérance. Alors, il y a ici, dans ce roman, confrontation, est évoqué ce thème de la confrontation entre les progrès de la médecine et là où les religions, en l'occurrence ici l'islam et la religion juive. Alors comment l'islam et la religion juive considèrent-elles notamment la transplantation cardiaque? La transplantation de tout organe, en fait, ils ne savent pas très bien. Il y a eu un grand chirurgien andalou qui enseignait notamment à Montpellier et à Sapri aussi. Et ce chirurgien aurait pratiqué, en tous les cas à Montpellier, il y a des instruments et des textes qui le disent, aurait pratiqué des ablations, pas des transplantations, mais des ablations d'organes, et les patients auraient survécu. Donc, mais ce chirurgien était condamné par les docteurs de l'islam. Ils ont condamné cette pratique. On ne touche pas à la constitution humaine. Un homme est une créature de Dieu, il est pour cela sacré. Donc, on ne peut pas. En ce qui concerne la tradition, le judaïsme, oui. Je ne peux pas m'avancer, mais les intégristes ont aussi cette notion que le corps appartient à Dieu et que le transformer est un péché. Voilà. Oui, mais c'est un sujet d'actualité, notamment pour les vaccins, là, en ce moment. Dans les communautés... il y a des vaccins... Les communautés... acidiques. Ouais. Il y a une communauté acidique en ce moment, c'est récent, c'est actuel, qui refuse le vaccin, en particulier la rougeole. Et il y a eu dans une communauté acidique de New York, c'est pas au Moyen-Âge actuellement, une épidémie de rougeole qui a fait, je crois, une dizaine de morts dans la communauté. Et pourtant, les gens persistent à ne pas se faire vacciner parce que, je ne sais pas, par quel moyen, par quel réseau ils ont accès à ce que demande Dieu, parce que Dieu ne le veut pas. Donc il est au courant des vaccinations de la rougeole, il s'intéresse à la vaccination de la rougeole, et il ne veut pas qu'il y ait une vaccination de la rougeole. Voilà. Oui.
dans le même ordre d'idées, tu signales à un moment la PMA, le problème de la PMA, et tu parles de la PMA en Israël. Actuellement en Israël, là c'est aussi une aberration, c'est que des femmes qui voudraient avoir concevoir par PMA, s'ingénient à ne pas avoir un donneur de sperme arabe. Voilà. Ils prennent n'importe quel sperme. L'idée même d'avoir, de procréer avec le sperme d'un arabe l'aurait absolument insupportable. Voilà. Oui. Voilà où on en est. Voilà où on en est. D'où ce thème aussi récurrent chez toi, celui du couple juif-arabe. Ces tensions, voire les haines, l'impossibilité de rencontre. Ça, c'est un thème qui te travaille beaucoup, qu'on rencontre continuellement dans ton œuvre. Parce que j'ai l'impression que, justement, lorsque ces deux communautés sont entendues, ils ont produit effectivement une civilisation, de l'aisance, une croissance, quelque chose de merveilleux. Et je ne comprends pas, en général, bon, ce sont quand même des enfants d'Abraham, alors je ne comprends pas exactement les haines qui les séparent. Oui, tout à fait. Il y a un personnage que l'on retrouve assez souvent dans tes romans, c'est celui d'un grand-père résistant. Alors quel rôle joue-t-il ici, précisément, dans ce roman-ci? Les résistants, en fait, c'est un résistant en plus qui ont participé à travers les brigades internationales en Espagne, chez les Républicains, et une des raisons pour lesquelles les gris, comme on les appelle, se sont manifestés et se sont engagés auprès des brigades internationales, c'est qu'ils ne voulaient pas que l'on croit, je ne sais pas, que l'on croit que tous les Nord-Africains étaient du côté étaient franquistes, dans la mesure où la légion de Franco, son corps d'élite, était fait de Marocains, une espèce de légion étrangère marocain qui avait le droit de pillage, donc qui était absolument craint et haï en même temps des populations républicaines. Donc les rares, en général algériens qui s'engageaient dans les brigades internationales l'ont fait dans ce but-là. En ce qui concerne, après ce grand-père résistant, il était surtout enseignant, ce qui fait que la mère de Nadir est enseignante. Et une des raisons pour lesquelles elle est devenue enseignante, c'est en souvenir de ce grand-père. Alors, c'est quelque chose aussi qui te touche personnellement, ce genre d'histoire. Parce que je crois que tes parents ont été... non seulement ils ont été résistants, ça tu le racontes dans ton premier roman, mais également ils se sont rencontrés en Espagne, dans les brigades internationales. Oui, c'est un peu pathétique qu'à mon âge je puisse faire référence aux exploits de mes parents, alors que je n'ai pas fait grand-chose dans ce domaine. Non, mais ça... on en a parlé tout à l'heure, justement. Je crois que ça nous intéresse. Parce que là, c'est pas un rôle c'est un rôle de passeur, de témoignage. On est tous appelés à témoigner à partir du moment où on a une histoire. Je crois qu'il faut le prendre comme ça. Oui. Ben, disons que il y a eu les brigades internationales, tout le monde sait ce que c'était, c'est-à-dire des gens de tous les pays sont allés au secours de la République agressée par Franco, et ils s'engageaient dans la brigade internationale. Le haut fait de ces brigades internationales ne sont plus à signaler. En particulier, on sait que Franco n'a jamais pu conquérir Madrid parce que les brigades internationales étaient mises en avant et ils les ont bloquées.
Tant et si bien que finalement, cette aventure, en ce qui concerne les miens, a duré de 36 à 37, c'est-à-dire à peine une année, mais une année intense. Et après, je veux dire, on leur a reproché d'avoir plus ou moins fricoté avec le POUM. Le POUM, c'est le Partito, voilà, d'Unità, je ne sais pas quoi. Hein. Trotskiste, oui. Et le POUM, c'était des trotskistes. Et pour les orthodoxes du PC, c'était un péché mortel. Donc ils ont dû fuir, y compris leurs camarades, en 1937. Donc c'est une histoire un peu triste. Alors justement, je reviens quand même sur ce grand-père, parce que à partir du moment où un personnage, on le retrouve à travers toute une œuvre, c'est quand même, il y a un sens. Hein. Et là, dans cette histoire-là, il y a un recueil sur la tombe du grand-père, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça signifie pour ces jeunes gens-là de se retrouver sur la tombe de ce grand-père? Ça, c'est une circonstance de scénario. Je veux dire, il fallait bien qu'ils se rencontrent et que cette tombe était le seul lieu connu des deux parties. Donc, on envisage une rencontre sur cette tombe et on envisage une espèce de sérénade, voilà. Oui, d'accord. Alors, je suppose que comme tu dois être déjà sur un autre roman. Oui. Oui. Quels sont les autres thèmes que tu aimerais, qui te préoccupent particulièrement aujourd'hui, que tu aimerais traiter? Là, j'ai superstition totale. Ah, d'accord, on ne dit pas. Je ne parle pas des papiers au four. D'accord. Sinon, ils brûlent. Voilà. Ok. Tu voudrais ajouter quelque chose sur bon, surtout, ce roman? Puisqu'il y a une assistance, discuter avec les... D'accord. Ce serait bien qu'on en lise un extrait, non? Ça te dit? Non, t'as pas envie? Vous voulez? Vous voulez un extrait? Un extrait. Mais lequel? Tu sais pas? Non, vas-y, choisis. Tu savais pas? Ah ben écoute, choisir comme ça, ça va être difficile. Bon, écoutez, on peut lire le premier, hein, l'amorce du roman. Comme ça va vous donner envie de le lire. Alerte à la bombe. Des voitures de police placées en quinconce paralysent la circulation. Quartier verrouillé, rue de Sèvres interdite. Bloqué, le taxi dépose Adjila très loin, rue Éblé. À marche forcée, elle emprunte la contre-allée du boulevard des Invalides. 500 mètres de course avant de découvrir à bout de souffle l'imposante façade de l'hôpital Necker. Sous le porche, elle force l'allure. Arriver à temps, question de vie, de mort. Elle souffle, elle râle, poumons à l'agonie. Sans flancher, elle maintient le rythme à travers escaliers, couloirs et portes, confrontée à la pire des tragédies, la mort de son enfant. Une force incroyable la pousse, l'aspire comme une tornade, avec au fond d'elle-même un infime espoir. Elle veut vérifier de visu que l'appel qui l'a arraché à ses élèves est absurde, fruit d'une confusion, d'une erreur de transmission, tant il lui paraît inconcevable. Elle a encore l'oreille vrillée par le coup de fil terrifié de son fils Nadir. « Maman, Hassan est tombé, Hassan est mort. » Il a dit Hassan, et pas Zénith, comme à son habitude. Elle a quitté sa classe sur les talons du censeur, venu l'avertir en plein cours. Il doit exagérer. Lorsqu'il s'agit de son frère jumeau, Nadir exagère toujours. Elle lui a arraché les coordonnées de l'hôpital, le nom du service, le numéro de la chambre, l'étage. Depuis l'annonce, elle ne parvient pas à maîtriser le tremblement qui l'agite. Voilà les premiers mots. Voilà, donc...